Mon épouse avait prévu de me mettre à la porte et de faire emménager son ex ici. Elle a même déclaré que ses parents la soutiendraient dans n'importe quelle situation. Alors, je me suis rendu au bureau de son père et, à la tombée de la nuit, c'était elle qui remplissait des cartons pendant qu'il me disait de rester et d'élever les enfants. J'ai cru que l'audience serait la fin de la dispute, mais ce n'était que le début du spectacle public que Judy allait monter contre elle-même. Apparemment, mon épouse a décidé que, puisque la maison appartenait à ses parents, cela faisait d'elle la reine de nos vies. J'ai simplement souri et dit, bien sûr. Et je suis resté à regarder ses plans s'effondrer en temps réel. Avant de plonger dans le désastre qu'elle a elle-même créé, aller chercher un encas. Ce gâchis s'est pratiquement mijoté tout seul. Je m'appelle Dante. J'ai la trentaine, je suis ingénieur en génie civil et, d'une certaine façon, je me suis retrouvé à manager plus de personnes que de chantiers. Marié depuis 9 ans. 2 enfants, Rowan, qui ne s'arrête jamais de poser des questions, et Kit, qui pense que chaque canapé est une aire de jeu. Nous vivons dans une grande maison qui appartient à mes beaux-parents, Gideon et Céleste. Des questions de planification successorale, c'est ce qu'ils ont dit quand ils nous ont offert d'y vivre. Leurs noms sont sur l'acte de propriété et ni le mien, ni celui de Judy. Cette partie va être importante. Gideon et Céleste habitent de l'autre côté de la ville, assez près pour le dîner du dimanche, assez loin pour ne pas partager nos voisins. Judy, mon épouse, a un peu plus de 30 ans et a été élevée dans une maison où les disputes s'arrêtent au moment précis où quelqu'un montre de l'argent. Elle a appris ce ton bien avant d'apprendre la responsabilité. Pendant des années, à chaque fois que nous avions une dispute sur un sujet plus important que la lessive, elle lançait la même pique, « Tu n'es pas le propriétaire ici, Dante. » Je l'ignorais parce que ça ne vaut pas la peine de se disputer devant les enfants. Et honnêtement, je n'ai jamais vraiment prêté attention à qui était sur les papiers tant que mes enfants avaient de la stabilité. Il s'avère que j'aurais dû être plus attentif. Les choses ont changé quand Judy a retrouvé un vieil ami. Elle l'a dit sur ce ton de « je règle juste quelques trucs », celui que les gens utilisent quand ils viennent clore le sujet avant même qu'il ne commence. Il s'appelait Steve. Je me souvenais de lui grâce aux histoires qu'elle racontait au début de notre mariage. Un type charmant, du genre qui vit petit mais parle grand. Judy a dit qu'il faisait juste le point. Rien de grave. Je n'ai pas discuté. Les gens peuvent avoir des amis. Mais alors, ses habitudes avec son téléphone ont changé du jour au lendemain. Toujours tourné loin de moi, écran vers le bas, notification désactivée et le classique que les gens pensent bien dissimuler. Elle disparaissait pour régler des choses pendant 3 heures. La localisation du téléphone était désactivée. Un mode économie d'énergie, disait-elle, même avec 90% de batterie. Toute sa routine a changé comme si elle vivait 2 vies séparées. Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Ce n'est pas mon style. J'ai simplement observé. Puis nous avons eu un dîner chez Gideon et Céleste. Ce sont des gens à l'ancienne. Dîner du dimanche, poignée de main ferme, attente silencieuse. Chez eux, les grandes décisions fonctionnent comme une réunion de conseil d'administration, les faits sur la table, puis une décision. L'orbite de Judy avait changé récemment. Léona renforçait tout ce qu'elle faisait, tandis que ma vie, auparavant sa meilleure amie, avait commencé à prendre ses distances. Au début de la soirée, Judy semblait normale, mais au dessert, il y avait un air de supériorité dans sa voix. Nous parlions de la maison, de l'entretien, du toit, ce genre de préoccupation de propriétaire, quand elle lance, avec un petit rire doux. « Oh bon, si nous nous séparons un jour, je reste ici avec les enfants. Dante se débrouillera. » Elle ne m'a pas regardé. Pas du tout. Elle a regardé ses parents, comme si elle voulait qu'ils soient témoins de son haut coup d'autorité. Je n'ai rien dit. Ça ne vaut pas la peine de discuter avec une phrase clairement répétée. J'ai juste noté mentalement de la même manière que je note les points de tension structurelle sur un chantier. Ce n'est pas pour paniquer. C'est juste pour s'en souvenir plus tard. Quelques jours plus tard, Rowan est revenu de l'école et a lâché la bombe que les enfants ne réalisent pas être une bombe. L'ami de maman, Steve, nous a emmenés manger une glace. Il a pris des vermicelles pour Kit aussi. J'ai figé une demi-seconde, pas par jalousie, mais parce que ça n'avait aucun sens. Judy n'avait pas mentionné emmener les enfants nulle part ce jour-là, encore moins emmener Steve. Avant que je puisse répondre, Judy a crié depuis la cuisine. C'était un truc de groupe. Ne fais pas en sorte que ça ait l'air bizarre.
Rowan, déconcerté, s'est immédiatement tu. Cette réaction en a dit plus que la glace elle-même. Tout ce qui n'avait pas de sens a soudainement trouvé un contexte. Les sorties longues, la localisation désactivée, l'étrange assurance quand elle parlait de divorce comme si c'était une plaisanterie. Steve n'était pas un ami casual. Ce n'était même plus un secret et du moins pas pour les enfants. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, je suis passé par le salon et j'ai vu Judy sur le canapé, son visage éclairé par l'écran du téléphone. Elle ne m'a même pas entendu arriver. Elle souriait à l'écran, ce genre de sourire que personne ne gaspille pour un juste ami. Je n'ai rien dit. Je n'avais même pas l'intention de regarder. Mais quand elle a légèrement incliné son téléphone, l'aperçu d'un message est apparu, assez lumineux pour que je puisse lire. Demain, on parlera de toi qui emménage ici. Son pouls a plané au-dessus de l'écran, tapant quelque chose que je n'ai pas pu voir. Elle s'est renfoncée dans le canapé comme quelqu'un qui s'installe sur un trône qu'elle pense avoir conquis. J'ai pris mon propre téléphone et j'ai pris une photo rapide de son écran verrouillé, pas pour la confronter, mais pour avoir une trace exacte de ce que j'avais vu. À ce moment, le tableau était complet. Judy ne faisait pas que tromper. Elle ne flirtait pas seulement avec l'idée de partir. Elle avait déjà écrit le chapitre suivant en entier dans sa tête. Elle croyait que la maison était son atout, mettre le coup parfait pour échanger son mari contre son ex, garder les enfants et maintenir le style de vie qu'elle avait toujours eu. Elle pensait qu'il serait facile de me mettre sur le côté parce que mon nom n'était pas sur l'acte de propriété. Je n'ai pas confronté. Je n'ai pas fait de scène. Je ne suis pas parti. Je suis simplement resté là quelques secondes, invisible, laissant toute la scène s'assembler comme un projet qui prend enfin sens. Parce que si elle planifiait un futur sans moi, alors il était temps que je commence à planifier le mien avec la vérité pleinement en vue. Et le lendemain, cette vérité serait enfin présentée aux personnes qui étaient réellement propriétaires de la maison qu'elle pensait pouvoir contrôler. Judy est sortie de la maison ce matin-là en disant qu'elle allait voir une amie et emmener les enfants au parc. Elle l'a dit avec autant de naturel qu'une remarque sur la météo. Rowan et Kit étaient si excités que je n'ai même pas posé de questions. Je les ai embrassés sur la tête, leur ai dit de s'amuser et suis retourné finir un rapport de chantier. Vers midi, j'ai vérifié mon téléphone par habitude et j'ai vu la localisation de Judy s'éteindre. Pas disparaître progressivement, juste partir. 10 minutes plus tard, elle est réapparue de l'autre côté de la ville, puis s'est éteinte à nouveau. Cela n'arrive que lorsqu'elle désactive le suivi ou modifie une application qui supprime les autorisations de localisation. Elle avait déjà utilisé l'excuse du mode économie d'énergie, mais elle l'a répété tellement que ça n'avait plus de sens. J'ai appelé une seule fois pour m'assurer que les enfants allaient bien. C'est allé directement sur la messagerie. Je ne suis pas du genre à paniquer pour rien. Si les enfants étaient en danger, mon instinct m'aurait averti. Au lieu de cela, j'ai maintenu la stabilité. J'ai terminé le travail, j'ai préparé le dîner, j'ai aidé Rowan avec ses devoirs en visioconférence quand l'école a envoyé une notification, et j'ai attendu. Ils ne sont pas rentrés à la maison. Judy a laissé les enfants chez Gideon et Céleste sans me prévenir. Elle a envoyé un message après, « Les enfants sont chez mes parents. Ils voulaient plus de temps avec leurs grands-parents. » Traduction, elle avait besoin de liberté pour faire je ne sais quoi. Le silence de la maison était étrange. Normalement, Rowan pose des questions sur les planètes ou les dinosaures. Kit court dans le salon jusqu'à ce qu'on lui demande d'arrêter. Mais ce soir-là, la maison était immobile. J'ai rangé, vérifié le calendrier scolaire et remarqué une icône que je n'avais jamais vue auparavant dans le calendrier partagé de l'iPad. Nous avons aussi une boîte mail partagée pour les factures et les avis de l'école. Donc tout ce qui concerne l'adresse, les services ou les réservations y apparaît rapidement. Une réservation pour un brunch. Juste des initiales. J, l'étiquette qu'elle utilise quand elle veut cacher des plans. 11h30, Midtown Bistro est exactement l'endroit près du quartier de Steve. La réservation avait été créée la veille au soir. Judy ne fait pas de brunch. Judy se réveille à peine avant 8h, à moins qu'il y ait déjà quelque chose de prévu. Et elle ne met définitivement rien dans le calendrier partagé, sauf si c'est pour les enfants. C'était déjà une confirmation suffisante pour que j'aille vérifier par moi-même, pas pour la suivre, ni pour créer du drame, mais pour savoir la vérité avant de parler à quiconque. J'ai pris les clés, j'ai conduit jusqu'à Midtown et je suis resté en silence tout le trajet. Pas de musique, pas d'appel, pas de débats imaginaires. J'avais juste besoin de voir la réalité au lieu de deviner.
Quand j'ai tourné dans la rue de Steve, la preuve était là. La voiture de Judy était garée juste devant son immeuble. Pas de siège auto à l'arrière. Pas de sac à dos de parc. Aucun signe qu'elle avait été près de balançoire ou de toboggan ce jour-là. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai juste continué à rouler, j'ai fait le tour du pâté de maison pour m'assurer que je n'imaginais rien, et je suis rentré à la maison. Quand elle est entrée par la porte quelques heures plus tard, elle avait un éclat sur le visage. Elle n'a pas essayé de le cacher. Elle avait l'air satisfaite. C'est le seul mot possible. Mais dès qu'elle a remarqué mon regard, l'éclat a disparu et elle est passée en mode défensif, comme si quelqu'un appuyait sur un bouton. « Mais tu es rentré tôt », a-t-elle dit, même si je n'étais pas sorti. « J'habite ici », j'ai répondu. Elle a jeté ses clés sur le comptoir et s'est mise à nettoyer l'évier, qui était déjà parfaitement propre. Une habitude nerveuse. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas acculée. Je ne l'ai accusée de rien, même si sa posture était pratiquement une confession. J'ai juste posé une question assez calme pour la faire trembler. « Où étais-tu exactement ?» Ses épaules se sont raidies. Puis elle s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés, comme si la question était une agression. « Sérieusement ? Tu vas recommencer ça ? Tu es paranoïaque, Dante. Ma thérapeute m'a dit, tes crises créent la moitié de nos disputes. » Intéressant, vu que la thérapeute l'a abandonnée l'année dernière après que Judy a commencé à mentir pendant les séances. J'ai gardé une expression neutre. Je l'ai laissée parler. Elle a soupiré fort, a croisé les bras. Je ne vais pas supporter ce comportement contrôlant. Si tu continues à me mettre la pression comme ça, je te jure que je prends les enfants et je reste dans cette maison. Mes parents vont me soutenir. Tu le sais. Et voilà de nouveau. La maison. Son arme préférée. La supposition que la propriété qui n'était pas la sienne la rendait invincible. Elle disait toujours ça comme un coup final, comme si elle croyait que cela terminait toute conversation. Mais cette fois, quelque chose avait changé, car pour la première fois, je n'ai pas entendu une menace. Je l'ai entendue révéler exactement l'angle mort sur lequel elle pariait. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Calme, sans colère, sans peur, juste la vérité dite simplement. L'acte de propriété est à tes parents, Judy, pas à toi. Son visage s'est figé au milieu d'une respiration. Pendant quelques secondes, elle est restée là, serrant son téléphone fermement. Puis elle a changé de posture, a abandonné le ton défensif pour adopter quelque chose de plus tranchant. Elle s'est dirigée vers le salon, s'est assise sur le canapé et a tapoté le siège à côté d'elle, comme si elle m'invitait à une réunion prévue. « Parfait », a-t-elle dit. « Parlons tout de suite, puisque tu es clairement d'humeur. » Je ne me suis pas assis. Je suis resté appuyé contre l'encadrement de la porte. Elle a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un prêt à lire un discours répété. Le mariage est terminé. Je suis avec Steve et je veux le divorce. Voilà. Sans préparation, sans hésitation, sans excuse. Elle l'a dit comme si c'était un point d'une qu'elle avait répété toute la journée. La même lueur que j'avais vue quand elle était entrée plus tôt est revenue, maintenant mêlée de contrôle. Avant que je puisse répondre, elle a continué. J'ai tout organisé, a-t-elle dit, ajustant ses cheveux comme on change de diapositive dans une présentation. Je reste dans la maison. Évidemment, les enfants restent avec moi à temps plein. Garde principale. C'est l'arrangement naturel. Elle parlait lentement, comme si elle voulait que chaque coup me frappe, mais sans attendre de réaction. Tu les auras un week-end sur 2, a-t-elle poursuivi. Peut-être un dîner en semaine, si c'est logique. Soyons matures. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne demandait pas mon avis. Elle dictait sa propre version d'une décision judiciaire. Et quand tu partiras, a-t-elle ajouté, tapotant des doigts sur la coudoir du canapé, Steve emménagera ici. Pas immédiatement, mais bientôt. Les enfants l'apprécient déjà. Il est bon pour eux. Plus présent que toi. Cette partie, elle l'a dite avec une intention claire, me visant directement. Tu es ennuyeux, Dante, a-t-elle conclu. Tu es silencieux. Absent. Je porte ce mariage sur mes épaules. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse sentir vivante. J'ai failli rire à l'idée que Steve, qui vivait dans un appartement minuscule, qui ne lui appartenait même pas, deviendrait la figure paternelle héroïque de sa nouvelle vie réinventée.
Mais j'ai gardé mon visage neutre. Judy m'a observé, s'attendant à des cris, un effondrement, du désespoir. Elle voulait une réaction qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Ce qu'elle a reçu, c'est une question. Donc tu vas faire emménager ton ex dans la maison de tes parents avec mes enfants? C'est ça le plan? Elle a souri lentement, confiante. Elle avait espéré que je le dise à haute voix. Ce n'est pas un plan, a-t-elle répondu. Ça va arriver. Toute sa posture disait que, dans sa tête, elle avait déjà gagné. Elle pensait que la maison était à elle pour commander. Que Gideon et Céleste la soutiendraient parce qu'ils l'avaient toujours fait. Qu'elle pourrait me remplacer, garder la maison, maintenir son style de vie et reconstruire la famille autour de Steve. Elle en était si sûre qu'elle a encore ajusté un coussin, comme si elle préparait la maison pour une nouvelle ère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas essayé de la convaincre qu'elle commettait une erreur. Il n'y avait plus rien à sauver. Elle avait rayé le mariage bien avant cette conversation. Au lieu de cela, je suis allé dans notre chambre et j'ai pris un petit sac de voyage sous le lit. Elle a entendu la fermeture éclair et est venue à la porte, les bras croisés. Donc tu pars, a-t-elle dit, le menton relevé. Parfait. C'est la première étape. Je l'ai ignoré le temps de mettre un jean, une chemise et quelques essentiels. J'ai fermé le sac, je me suis levé et je l'ai laissé croire, pendant 3 secondes, qu'elle m'avait fait partir. Elle s'est même écartée de la porte pour faire de la place. Mais au lieu de passer devant elle, j'ai posé doucement le sac sur la commode et suis retourné au salon. Elle s'est retournée rapidement, confuse. « Qu'est-ce que tu fais ? » Tu as dit. « Je n'ai rien dit, ai-je répondu en m'asseyant sur le canapé qu'elle venait de monter comme son trône. Elle m'a regardé comme si elle ne parvenait pas à traiter l'information. « Ça ne marche pas comme ça, Dante, a-t-elle lancé. « Tu ne peux pas juste. »« Je ne pars pas, ai-je dit calmement. Elle s'est hérissée. « Tu dois partir. Cette maison n'est pas à toi. »« Et je ne pars pas, ai-je conclu. Je ne vais pas te laisser installer ton petit ami ici avant même que la poussière ne retombe. » Le regard qu'elle m'a lancé n'était pas de la colère. C'était de l'incrédulité. Personne n'avait jamais refusé un ultimatum de sa part. Ni pendant l'enfance, ni à l'âge adulte, et encore moins dans cette maison. Elle s'attendait à de l'obéissance. Et pourtant, j'étais là, un obstacle qu'elle ne savait pas comment démonter. Gideon et Céleste seront de mon côté, a-t-elle dit, maintenant la voix tremblante non de peur, mais d'incertitude pour la première fois. Ils seront du côté de la vérité, ai-je répondu. Elle n'a pas encore compris le sens de la phrase, mais quand j'ai fini de rester assis là, avec mon sac prêt, calme, planifiant, elle comprendrait. Et le lendemain, les personnes qui étaient réellement propriétaires de la maison entendraient tout ce qu'elle tramait dans leur dos. Je n'allais pas quitter la maison. Pas avant que le conseil ne voie le tableau complet. Le lendemain matin, je n'ai pas attendu à la maison. Je n'ai pas attendu que Judy se réveille pour relancer sa mise en scène. Je me suis habillé, j'ai pris le sac que j'avais préparé la veille au soir et je suis allé directement au bureau principal de Gideon, à la concession. L'endroit était déjà animé. Des vendeurs installaient des présentations, des mécaniciens sortaient des voitures de l'atelier, le bruit normal d'un jour de travail. L'assistante de Gideon n'a même pas posé de questions quand elle m'a vu entrer. Elle se contenta de désigner son bureau d'un geste, l'air tendu, comme si elle savait déjà que cette visite ne serait pas de routine. En entrant, Céleste était là aussi. Debout à côté du bureau de Gideon, encore vêtue de son manteau, comme si elle venait d'arriver quelques minutes plus tôt. La façon dont ils m'ont regardé sérieux, attentif, dans l'attente montrait clairement qu'ils avaient déjà senti que quelque chose était sur le point d'exploser. Gideon fit un geste vers la chaise en face de lui. « Assieds-toi, dit-il. » Ce n'était pas rude, mais c'était ferme. Je me suis assis. Sans bavardage, sans préambule. « Je vais vous donner les faits, dis-je. Je n'ai besoin de rien d'autre que votre écoute. » Ils ont hoché la tête. Alors j'ai commencé. « Judy revoit Steve, dis-je directement. Pas comme des amis. Ils ont une liaison. » Les sourcils de Céleste se sont froncés, mais elle est restée silencieuse. J'ai continué à tout mettre sur la table, clairement, exactement comme c'était arrivé. Sans dramatisation, sans commentaire. Elle prévoit de le faire emménager dans la maison, poursuivis-je. Son plan est que je parte. Elle garde les enfants à temps plein,
Et Steve emménage dès que je serai parti. La mâchoire de Gideon s'est serrée d'une manière que je n'avais vue qu'une seule fois, des années auparavant, quand un associé avait essayé de le tromper dans un accord. J'ai continué. Elle m'a menacé avec la garde des enfants en utilisant la propriété comme une arme, disant qu'elle y resterait avec eux parce que vous la soutiendriez. Céleste s'est assise lentement pendant que je parlais, les mains serrées sur ses genoux. J'ai raconté le commentaire sur la glace que Rowan avait fait. Steve sortant avec les enfants à mon insu. Comment Judy s'était disputée avec lui pour l'avoir mentionné. La localisation de son téléphone qui disparaissait. Les mensonges sur les rendez-vous et les courses. Puis j'ai pris mon téléphone et l'ai posé sur le bureau. Voici la réservation qu'elle a faite hier, dis-je en ouvrant la capture d'écran du calendrier partagé de l'iPad. Brunch près de chez Steve. Et ça, je glissais vers l'image suivante, c'est la photo que j'ai prise de l'aperçu de son écran verrouillé hier soir. Demain on parle de ton emménagement. Le visage de Céleste perdit toute douceur. Ce n'était pas de la colère, c'était du froid. Un contrôle absolu. Gideon ne dit rien. Il fixa simplement l'écran comme s'il lisait une trahison affichée. Après un long moment, il posa une seule question, coupante. Depuis combien de temps est-elle avec lui? Des mois, répondis-je. Plus qu'elle ne l'admet. Je m'attendais à de l'incrédulité, peut-être du déni, mais aucun des deux ne sembla surpris par la durée. Juste déçu. Puis Céleste parla la première. Nous l'avions prévenue, dit-elle d'une voix basse. Il y a des années, nous avons trouvé des messages entre elle et Steve. Nous lui avons dit de couper les ponts immédiatement. Cela, je ne le savais pas. Elle avait promis d'avoir coupé, poursuivit Céleste, sa voix passant de blessée à ferme. Elle disait être engagée dans le mariage. Avec les enfants. L'expression de Gideon devint rigide. Une colère silencieuse. Rien de bruyant, rien de dramatique. Quelque chose de pire. La maison, dit-il lentement, était destinée à soutenir une famille. Pas à financer une tromperie. Pas à être utilisée comme une arme. Pas pour que cet homme y mette les pieds. Je ne dis rien. Il ne me parlait pas. Il digérait les choix de leur fille. Céleste se renfonça dans son siège, les mains toujours fermes sur ses genoux. Nos petits-enfants ne vivront pas dans l'instabilité, dit-elle. Pas dans notre maison. Pas sous notre toit. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait de Judy. Gideon laissa échapper un long soupir contrôlé. Puis il me regarda directement. Toi et les enfants, vous restez. Ce n'était pas une question. Ni une offre. C'était une décision. Judy part, ajouta-t-il. Elle a fait son choix. Céleste hocha la tête, ferme. Et Steve ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Nous allons rendre cela très clair. Je sentis le poids basculer pas en ma faveur, pas contre Judy en tant que personne, mais en faveur des enfants. Tout ce qu'il faisait était pour eux. Gideon se leva. Nous convoquons une réunion de famille aujourd'hui, dit-il. À 19 h, à la maison. Je savais exactement ce que cela signifiait. Judy ne s'y attendait pas. Elle croyait qu'elle viendrait chercher du soutien et de la sympathie. Au lieu de cela, elle allait directement affronter la vérité qu'elle évitait depuis des mois. Céleste prit son sac, mais s'arrêta et me fixa avec une expression résolue, sans cligner des yeux. « Sois là, dit-elle. Elle va exploser quand elle entendra. » Il n'y avait pas d'exagération dans sa voix. Ni de peur. Juste de la certitude comme quelqu'un qui prévoit un type d'orage qu'il a déjà vu 1000 fois. J'acquiesçai. Sans discussion, sans sensation de victoire. Je me levai simplement et sortis en silence. Les décisions étaient prises. La réunion était fixée. Et, pour la première fois, la carte secrète de Judy était sur le point d'être révélée devant les personnes qui dirigeaient réellement ce jeu. À 19 h pile, nous étions tous les quatre dans le même salon où Judy avait présenté sa vie fantaisiste 24 heures plus tôt. Gideon assis dans son fauteuil, les bras croisés, l'expression taillée dans la pierre. Céleste debout à côté de lui, la posture droite, chaque détail de son visage sous contrôle. J'étais assis au bord du canapé, silencieux. L'atmosphère entière semblait tendue, chargée. Judy entra en dernier. Elle n'entra pas hésitante ou nerveuse. Elle entra comme quelqu'un sur le point de recevoir un prix. Les épaules hautes, le menton levé,
un petit sourire confiant, comme si elle avait déjà gagné une dispute qui n'avait même pas commencé. « Ah » dit-elle en regardant autour d'elle. « Tout le monde est là. »« Parfait. Je voulais justement parler des prochaines étapes. » Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de se heurter à un mur. Gideon ne se leva pas. N'adoucis pas son ton. « Judy, dit-il. Assieds-toi. » Elle cligna des yeux face à cette voix, une voix qu'elle n'avait pas entendue de lui depuis des années, mais s'assit quand même. Gideon ne perdit pas de temps. « Nous savons tout, dit-il. » Son sourire se figea. « Tout quoi ?» répondit-elle. « La liaison. Le projet de le faire emménager ici. Les menaces. Tout. » C'était comme voir un rideau tomber. La confiance s'évapora, cédant la place à un calcul instantané. Le cerveau de Judy passa à la vitesse supérieure si rapidement qu'on pouvait presque l'entendre. Son premier mouvement fut des larmes. Pas des larmes silencieuses, des larmes théâtrales. Elle porta les mains à son visage comme si elle avait été frappée. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait déformé les choses comme ça, » dit-elle entre des sanglots, pointant un doigt vers moi. « Il vous a manipulé. Il essaie de vous monter contre votre propre fille. » Personne ne bougea. Judy jeta un regard entre ses doigts pour jauger l'atmosphère. Ne voyant aucune sympathie, elle augmenta le volume. « Vous le choisissez à ma place. » cria-t-elle. « Votre gendre au lieu de votre propre fille? Il ment. Vous tombez dans son piège. » La voix de Céleste s'éleva, calme, égale. « Nous choisissons les enfants, Judy. Au-dessus du chaos, de la malhonnêteté et de l'instabilité. » Cela coupa le souffle de Judy au milieu d'une inspiration. Céleste n'était pas du genre à élever la voix. Elle n'en avait pas besoin. Gideon se pencha en avant. « Tu ne resteras pas dans cette maison, dit-il. Et Steve ne mettra pas les pieds ici. » Judy se leva si vite que le canapé grinça sur le sol. « Tu ne peux pas dire ça. Cette maison est censée être à moi. » « Non, » répondit Gideon. « Elle est à nous. Et c'est nous qui fixons les règles, pas toi. » Elle pointa le doigt vers moi comme si elle présentait des preuves. « Il vous a rempli la tête de mensonges. »« Je n'en ai pas eu besoin, dis-je. Tu as écrit le scénario toi-même. » Cela la fit passer des larmes à une colère pure de ce genre qui rend la voix assez aiguë pour égratigner le mur. « Je suis votre fille. » cria-t-elle. « Vous me devez la loyauté, pas à lui. » Gideon ne flancha pas. La loyauté n'inclut pas de détruire sa propre famille. Ce fut l'étincelle. La voix de Judy monta à un volume que je savais que les voisins entendaient à travers les murs. Elle se mit à arpenter la pièce, criant, se plaignant, répétant ses propres justifications comme un écho désespéré. Puis quelqu'un frappa à la porte. Fort, inquiet. Un voisin qui voulait savoir si tout allait bien. Céleste ouvrit la porte, s'excusa doucement et la referma. Judy ne remarqua même pas. Après une nouvelle série de cris, elle monta les escaliers en courant. Nous entendîmes la porte du placard claquer, des tiroirs arrachés, des cintres raclant la tringle. Elle jetait des vêtements dans des valises comme si elle essayait de prononcer un discours avec du tissu. À mi-chemin des escaliers, elle lança la menace suivante. « Je vais appeler les services sociaux. Je vais dire qu'il est instable. Vous allez le regretter. » Je restai assis, immobile. Elle voulait de la peur. Elle voulait une réaction. Elle n'aurait ni l'un ni l'autre. Gideon la regarda sans la moindre trace d'émotion. « Vas-y, dit-il. Raconte-leur. Puis explique-leur pourquoi tu as jugé responsable de faire entrer ton amant dans notre propriété alors que 2 enfants y vivent. » Judy se figea une demi-seconde. Puis descendit le reste des marches en tapant des pieds, les valises sur l'épaule, le regard sauvage. « Vous êtes tous fous, » cracha-t-elle. « Vous verrez. Tout le monde verra. » Elle sortit en claquant la porte comme si elle en était propriétaire, ainsi que de la gravité. Puis elle démarra en trombe dans la rue en direction de l'appartement de Steve. Plus tard dans la soirée, un avis postal confirmant le changement d'adresse tomba dans la boîte mail familiale, redirigeant le courrier de Judy vers l'immeuble de Steve. Peu après, arriva un avis de mise en service d'électricité pour ce même appartement, à son nom. Je conservais les deux. La maison était silencieuse. Rowan et Kit n'étaient pas là, mais c'était comme si nous protégions l'espace pour leur retour.
Je récupérai la valise qu'elle n'avait pas prise et la rangeai. Gideon s'assit lourdement, Céleste lui frottant l'épaule. Ils n'avaient pas l'air victorieux. Ils avaient l'air de parents en deuil d'une fille qui avait délibérément marché vers un désastre. Plus tard, vers 22 heures, mon téléphone vibra avec un message vocal d'un numéro inconnu. Je n'avais pas entendu sonner. L'appelant avait raccroché rapidement. Je jouai le message. Bonjour, c'est Madame Drayton, du bureau de l'école. Nous avons reçu un rapport de situation à domicile envoyé par Judy et, conformément à la politique, l'avons transmis au service de protection de l'enfance. Nous devons effectuer une vérification. Pouvez-vous nous rappeler pour confirmer que tout va bien pour Rowan et Kit? Je rappelai et confirmai le transfert. C'était leur obligation de le faire. Je n'avais besoin que personne me dise qui avait fait le rapport. Judy n'était pas restée dehors plus d'1 heure avant d'essayer de transformer le système en mégaphone personnel. Elle voulait que le quartier l'entende. Maintenant, elle voulait que l'école l'entende aussi. Elle n'avait pas fini de faire du bruit. Le lendemain matin, Céleste et Gideon étaient déjà à la maison pour revoir la routine des enfants. Céleste était avec eux à la table de la salle à manger tandis que Gideon réparait une charnière grinçante de l'armoire. Les services de protection de l'enfance ne tardèrent pas. Comme l'école avait signalé la situation la veille au soir, une assistante sociale se présenta l'après-midi suivant. Elle expliqua calmement sa visite, tablette en main, et entra. La maison était impeccable, pas dans un sens théâtral, simplement normal, jouets rangés, paniers organisés, vaisselle lavée, linge plié. Rowan et Kit jouaient avec Céleste à table, assemblant un puzzle. Gideon réparait une charnière grinçante sur une porte d'armoire. Pas de chaos, pas de tension, juste une vie normale. L'assistante sociale regarda autour d'elle, prit quelques notes et posa des questions de routine. Les enfants avaient-ils mangé? Des blessures? Un incident récent? Rowan répondit à la moitié des questions avant même qu'un adulte ne le puisse. Kit complétait avec ses propres commentaires. L'assistante sociale sourit, écrivit quelque chose et me regarda. Tout semble stable, dit-elle. Je vais finaliser mon rapport. 10 minutes plus tard, elle referma son dossier. Je vais classer cela comme un signalement vindicatif, déclara-t-elle. Nous informerons également l'école. Vous recevrez une confirmation. Un problème résolu. Le plus gros était encore à venir. Cet après-midi-là, nous déposâmes une demande d'ordonnance de protection temporaire, et l'audience fut fixée 3 jours plus tard, en urgence. Je me présentai avec mon avocate, calme et ferme. Gideon et Céleste étaient déjà assis derrière nous, présents, lucides, inébranlables. Judy arriva avec Léona derrière elle, comme une équipe de soutien personnel. Judy avait fait son maquillage exactement comme avant les photos de famille, doux, innocent, calculé. Avant même le début, elle tenait déjà des mouchoirs. Lorsque son côté fut appelé, la performance commença. Elle essuya des larmes qui ne s'étaient même pas formées. Renifla dramatiquement. Parla d'une voix tremblante, disant que je l'isolais, contrôlait les finances et la faisait marcher sur des œufs. Léona hochait la tête avec conviction à chaque phrase, comme si cela constituait une preuve. Puis Judy ajouta. Il a monté mes parents contre moi. Il leur a fait croire que j'étais instable. Rien de tout cela n'est de ma faute. Il me chasse de ma propre maison. Son avocate conclut par un discours dramatique sur le lien maternel et la nécessité pour les enfants de rester avec leur principale figure affective. Mon avocate ne perdit pas de temps avec du théâtre. Elle se leva, organisa les documents et parla avec clarté. Premièrement, Madame Hargrove a quitté volontairement le domicile, dit-elle. Voici les confirmations datées et horodatées, le changement d'adresse du service postal redirigeant son courrier vers l'adresse de Steve, et un ordre d'activation de services énergétiques à son nom pour le même logement. Elle passa les documents au juge. Deuxièmement, voici la capture d'écran où l'enfant du couple identifie le partenaire de la mère, Steve, comme quelqu'un qui a déjà gardé les enfants seuls. Un autre document fut remis. Troisièmement, voici la photo, avec horodatage, de l'aperçu de son écran verrouillé montrant ce message. La photo imprimée atterrit sur la table avec un léger impact. Quatrièmement, poursuivit l'avocate, la maison en question appartient entièrement à Monsieur et Madame Marlowe, Gideon et Céleste. Elle n'a jamais été transférée à l'un ou l'autre des conjoints. Nous avons les actes notariés, déclaration fiscale et correspondance en annexe. Elle fit un geste vers l'arrière.
Ils sont ici pour témoigner. Judy se raidit. Léona murmura quelque chose de désespéré à son oreille. L'avocat de Judy commença à s'empêtrer dans ses mots. Votre honneur, la maison était un cadeau pour le mariage. Elle fonctionne comme un bien matrimonial. Madame Hargrove doit y rester pour assurer la stabilité des enfants. La juge fit signe à Gideon. Monsieur Marlowe, je vous prie. Gideon n'hésita pas. Il se dirigea vers la barre des témoins, posa la main sur la rampe et répondit à tout avec clarté. Nous avons acheté cette maison pour nos petits-enfants. Elle n'a jamais été transférée à l'un ou l'autre des conjoints. Nous leur avons permis d'y vivre parce que nous croyions qu'ils offraient un environnement familial stable. Il regarda directement Judy avant de se tourner à nouveau vers la juge. Cette stabilité n'existe plus en raison de ses choix. La maison était destinée à protéger nos petits-enfants. Cette protection demeure. La juge n'eut pas besoin de plus. Elle examina les documents, parcourut ses notes et rendit sa décision. La résidence principale des enfants restera avec le père, dans Hargrove. Il se trouve dans la maison familiale, et les grands-parents propriétaires du bien ont clairement exprimé leurs attentes. Judy laissa échapper un sanglot bruyant. La juge continua. Madame Hargrove bénéficiera de visites un week-end sur 2 et d'une soirée en milieu de semaine. Judy eut un mouvement de recul comme si elle venait de recevoir une gifle. La juge tourna la page. L'individu connu sous le nom de Steve ne devra pas s'approcher des enfants pendant les 6 prochains mois, afin d'assurer une stabilité lors de la transition. La chaise de Judy gratta le sol lorsqu'elle se leva trop vite. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. La juge la regarda calmement. Je viens de le faire. Dans le couloir du tribunal, Judy sortit comme une tempête, la voix si forte que quelqu'un plus loin s'arrêta net. Et tu m'as volé ma vie, cria-t-elle vers moi. Les larmes brouillaient son maquillage, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la fureur. Je la regardais, ferme. Tu as donné ta vie quand tu as essayé de le faire entrer dans les chambres de nos enfants. Léona eut un hoquet comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Judy ouvrit la bouche pour répondre, mais une autre personne sortit d'une salle voisine. Ma vie. Elle croisa les bras et observa Judy avec un regard qui disait qu'elle ne la croyait plus depuis des mois. Elle s'approcha suffisamment pour ne parler qu'à moi. Elle est déjà en train d'inventer des histoires sur Internet, dit-elle. Et Steve se vante comme s'il avait gagné. J'acquiesçai une fois. La guerre que Judy pensait pouvoir contrôler était sur le point d'exploser sur un territoire où elle n'avait aucun pouvoir. L'opinion publique. Et elle n'était pas prête pour ce qui allait arriver. À midi, le lendemain de l'audience sur la garde, Judy avait déjà lancé sa prochaine attaque. Un long post apparut sur ses réseaux sociaux, plusieurs paragraphes, écrits comme une crise de larmes nocturne dramatique. Elle s'y décrivit comme une épouse émotionnellement abandonnée. Affirma que Gideon et Céleste avaient été manipulés par moi. Et la phrase finale fut le véritable coup de grâce, il m'a volé mes enfants. En quelques minutes, Léona était déjà dans la section des commentaires, gérant les dégâts comme si elle était payée pour ça. Mais tu es si forte, Judy. Tout le monde sait que Dante est froid. C'était un abus déguisé en stabilité. Les tribunaux se trompent tout le temps. Elle répondit à chaque commentaire critique, argumentant avec des inconnus comme si elle voulait gagner une audience avec des émojis et des monologues émotionnels. Je ne me suis pas engagé dans la discussion au début. J'ai laissé faire jusqu'à ce que la section des commentaires commence à vibrer sur mon téléphone, essayant de me provoquer pour me défendre. Alors j'ai posté une phrase. Juste une. Elle a quitté sa famille avant de quitter la maison. Je n'ai rien posté d'autre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai plus abordé le sujet après ça. Vous lâchez une vérité comme celle-là et vous partez. La tentative de tout effacer commença 20 minutes plus tard. Judy supprima quelques commentaires, bloqua 3 personnes, essaya de réécrire la légende mais c'était trop tard, parce que ma vie avait vu le post. Et ma vie ne mesure pas ces mots. Elle commenta publiquement. Je l'ai vu planifier de faire emménager Steve alors qu'elle était encore mariée. Arrêtez de mentir pour elle. Pas de chichi, pas de grande explication. Juste un fait net, venant de quelqu'un qui avait été la meilleure amie de Judy. Ce fut le moment où tout a basculé. Les gens qui offraient leur soutien se rétractèrent. D'autres commencèrent à poser des questions que Judy ne pouvait pas répondre sans s'exposer encore plus. Pourquoi Steve était-il seul avec tes enfants?
Le bien n'est-il pas au nom de tes parents? N'est-ce pas toi qui as quitté la maison en premier? Pourquoi le juge a-t-il laissé les enfants à Dante? Chaque tentative de défense de sa part ne créait que plus de contradictions. Léona essayait de boucher les trous, mais elle n'avait pas assez de mains. Elle finit par discuter avec 3 personnes en même temps, puis 5, puis 10. Son ton passa de confiant à désespéré et puis disparut complètement. Le soir, le poste entier était passé d'un appel à la sympathie à un flot de faits qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la vérité. Et puis ça s'est empiré. 2 jours plus tard, Steve posta sur ses réseaux une photo avec une autre femme, décor ensoleillé, son bras passé sur ses épaules. Légende? Entourez-vous de personnes qui n'amènent pas de drame dans votre vie. Commentaires remplis de cœurs et d'émojis de soutien. Judy n'était même pas mentionnée de loin. Elle n'était même pas une note de bas de page dans son nouveau chapitre. Ce fut la confirmation finale. Elle avait détruit le mariage, la maison, la réputation et la relation avec ses parents pour un homme qui l'avait jeté dès que les conséquences étaient apparues. Une semaine plus tard, Judy se présenta à ma porte, Léona derrière elle comme une choriste de soutien. Elle ne frappa pas, elle tambourina. Quand j'ouvris, elle était là, les yeux rouges et le corps tremblant, mais la voix encore assez acérée pour essayer de me blesser. « J'ai besoin de clôture, dit-elle. Et d'une chance de réparer ça. » Léona hocha vigoureusement la tête, comme si cela rendait la demande officielle. Judy fit un pas en avant. « Mais tu ne peux pas juste passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. La plupart des hommes se battraient pour moi. Je ne me suis pas retenu. Le sourire que j'ai eu n'était pas cruel et juste précis. La plupart des hommes se seraient battus pour rester avec toi, répondis-je. Je me suis battu pour garder les enfants en sécurité. Léona eut un hoquet, la main sur la poitrine comme si j'avais commis un crime. Tu es sans cœur, lança-t-elle. Je haussai les épaules. Sans cœur est un mot étrange pour quelqu'un qui ne tolère tout simplement pas le manque de respect. Judy ouvrit la bouche, mais rien ne sortit, juste le son de quelqu'un essayant de forcer un récit qui ne coopérait plus. Je rentrai et fermai la porte. Elles s'en allèrent sans rien dire de plus. Environ un mois plus tard, Gideon et Céleste me convoquèrent à nouveau au bureau de la concession. Rien d'urgent cette fois, plutôt une affaire formelle. Gideon fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, un acte de fiducie, propre, notarié, déjà enregistré. La maison serait placée dans une fiducie pour Rowan et Kit. Pas pour Judy. Pas en partage. Pas un jour. Immédiatement. Gideon et Céleste seraient les administrateurs. Je signerais un accord d'occupation en tant que tuteur résidentiel des enfants, ce qui signifiait que je resterais dans la maison en leur nom jusqu'à ce qu'ils grandissent ou jusqu'à ce que les administrateurs décident que les circonstances avaient changé. Céleste expliqua avec clarté. Nous voulons que les enfants aient toujours un foyer. Cela le garantit. Il n'y avait ni colère ni amertume dans sa voix, juste la compréhension de ce que la stabilité doit vraiment être pour des petits-enfants qui n'ont jamais demandé à être au milieu d'un divorce. Gideon ajouta. Là, elle pensait que la maison lui donnait du pouvoir. Elle a oublié à qui elle appartenait. Je signai les papiers et les remerciai. Il ne l'avait pas fait pour moi, il l'avait fait pour Rowan et Kit, mais cela signifiait quand même beaucoup. Judy l'apprit 2 jours plus tard. Elle n'appela pas. N'envoya pas de message. Elle se rendit directement à la porte de ses parents et déclencha une autre dispute en criant, si fort que les voisins entendirent chaque mot. Certains voisins enregistrèrent. Rue différente, même spectacle. Chaque cri que Judy poussa ne fit que prouver exactement le point que la fiducie avait été créée pour résoudre. L'instabilité n'est pas récompensée, surtout quand des enfants sont impliqués. À la fin, Judy apprit la même vérité que tout le monde finit par voir. Elle voulait utiliser l'argent comme une arme. Ils se sont seulement assurés que la facture soit réglée exactement où elle devait l'être. Commentaire Monsieur Reddit. Et oui, les amis. Morale de l'histoire, si vous allez tromper, soyez au moins malin. N'essayez pas d'échanger votre mari contre votre ex dans une maison qui ne vous appartient même pas, en pensant devenir reine du pétrole. Et si vous voulez tirer le tapis sous les pieds de quelqu'un, vérifiez d'abord qui tient les ficelles. Parfois, le tapis est dans une pièce qui n'est pas la vôtre, et le propriétaire peut simplement le reprendre avec vous encore dessus. Bonus, détruire votre famille pour un type qui vous jette à la première difficulté, c'est comme échanger une voiture blindée contre une trottinette crevée. Le trajet est plus rapide, mais la chute est garantie.